Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour du trialogue avec les experts. Mais aujourd'hui, nous avons sur le plateau un sachant, un spécialiste, un producteur qui est avec nous, M. Mko, qui a partagé au cours du panel son expérience bien appréciée. Alors, on parle de biodiversité et vous êtes toujours en contact avec la biodiversité. Quel regard faites-vous aujourd'hui sur ce trialogue vis-à-vis des envahisseurs? Je dirais que l'approche doit être holistique parce que dès maintenant, la sonnette d'alarme a été tirée. Il est temps que les décideurs, les scientifiques et les paysans ou les pratiquants accordent leur violon pour que nous essayions d'endiguer ce phénomène d'espèces envahissantes. Dans tous les cas, même que ce soit sur le plan humain, quand vous avez affaire à des envahisseurs, ça veut dire que vous êtes perturbé, vous êtes déstabilisé, vous n'avez plus vos assises. Et ces espèces envahissantes ont le dos large aujourd'hui parce qu'elles profitent de ce phénomène de réchauffement climatique qui a un impact assez considérable sur les espèces indigènes qui sont plus ou moins affaiblies par le réchauffement climatique, par les phénomènes hydriques, par la pseudo-évaporation et autres, et ces espèces envahissantes qui ont réussi à survivre chez elles et qui ont migré vers nos sols parce que nos conditions sont beaucoup plus favorables chez nous que chez elles, mais quand elles arrivent, elles ont un ADN beaucoup plus résistant, beaucoup plus agressif, donc les populations autochtones sont de plus en plus confrontées à un problème de survie. Parce que si vous utilisez, je dirais tout simplement par exemple le maïs pour vivre, qu'aujourd'hui des insectes envahissants détruisent ce maïs, ou si l'alimentation de base est basée sur le manioc, alors que vous avez des attaques de manioc, ou si vous vivez avec la banane, qu'aujourd'hui la cercosporiose ou certaines cochenilles et autres détruisent cette banane, il va sans dire qu'il y a problème. Donc, mais on nous dit à l'école en général, c'est une chaîne alimentaire. Celui qui mange est mangé par. Et pourtant, on a certaines biodiversités qui protègent des plantes. On a certains insectes qui protègent des plantes. Comment pouvez-vous expliquer ça? Il y a des envahisseurs et il y a certains qui protègent les plantes. Comment pouvez-vous expliquer ça? Voilà. En général, il faut un équilibre de l'écosystème. D'accord. Voilà pourquoi aujourd'hui, la panacée, c'est l'agroforesterie. D'accord. L'agroforesterie permet d'avoir d'abord sur le plan environnemental un microclimat, permet de protéger cette biodiversité puisque elle-même, elle est à l'origine de cette biodiversité en permettant la multiplication de la microfaune comme de la microflore, avoir les insectes utiles qui vont s'opposer aux prédateurs, mais il faut que les insectes indigènes puissent être en position de force. Or, si elles sont défavorisées par le climat ou déstabilisées par des conditions climatiques qui ne leur sont pas favorables, automatiquement, elles deviennent affaiblies et sujets à l'envahisseur. Ok, selon vous, aujourd'hui, ce trialogue organisé par le PNUD vous a réuni en tant que spécialiste, y a-t-il une solution définitive, puisque nous parlons de développement durable, c'est de protéger tout ce que nous avons et pour la génération future. Y a-t-il une solution définitive à tous ces envahisseurs? Oui, disons que rien n'est définitif sur la Terre, hein, puisque la vie est en perpétuel mouvement, mais au moins on peut trouver des solutions actuelles. Et pour cela, c'est comme je l'avais dit, il faut une décision holistique. Il faut les pouvoirs, les décideurs, il faut les scientifiques et il faut ceux qui sont sur le terrain. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, on a en Afrique un sérieux problème. On a les chercheurs qui savent, mais qui ne pratiquent pas. Et les pratiquants qui ne savent pas. Donc il faut un point d'intersection, c'est-à-dire des producteurs d'un certain niveau comme nous, qui avons un certain bagage intellectuel,
qui ont un pied dans la tradition et un pied dans la science, de telle sorte que nous pouvons servir de courroie de transmission. Hier, il y a eu une mission du PNUD à la plantation chez moi, où nous avons fait venir des producteurs, mais les gens se sont rendus compte que les producteurs ne sont pas aussi fermés qu'on le pense, parce que pour la plupart des chercheurs, ils sont les sachants, les producteurs ne savent pas, mais ils oublient que toute science est issue de l'empirisme. C'est parce que j'ai mal à la tête que les chercheurs vont trouver un médicament pour calmer ce mal de tête. Mais je suis celui qui peut exprimer et expliquer comment ce médicament agit sur moi. Mais si on pense que je ne sais rien, on ne fait que pédaler à côté. Mais il y a aussi la transmission de savoir, la transmission de savoir, cet échange. Parce que les gens viennent dans le milieu paysan, ils prennent des connaissances empiriques, on leur donne des secrets. Mais quand ils vont, ils publient. On n'a jamais vu le nom du vieux ou du village où ils sont allés avoir cette information fondamentale qui leur a permis de faire cette recherche. Par exemple, aujourd'hui, on a un atelier, on va échanger, on va donner nos impressions, on va donner, si je puis dire, nos secrets et autres. Mais quand les documents sortent, c'est les scientifiques qui sont dessus. Donc, à partir de ce moment, les autres se referment. On vous remercie de votre temps. Merci. Et puis, on se retrouve certainement demain pour la conclusion. Pas de problème. Merci beaucoup.